Alors, l'actu du jour en Formule 1. Avant de commencer, je vous rappelle que les news proviennent de ma chaîne principale sur la Formule 1, Type F1. Et il y a aussi mon Twitch, vous pouvez vous abonner. On parle de F1 sur ces deux chaînes de façon constante et régulière. Les liens sont dans la description. Bon visionnage. Ciao. Latifi reconnaît un manque de passion en 2022. Oh là 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 là, le pauvre chou. Il y en a tellement qui aimeraient être à ta place et tu oses dire que tu es en manque de passion. Même si t'es dernier, je suis désolé, t'es en F1, t'as pas à te plaindre quoi. Sur le plan sportif, c'est un défi. D'un autre côté, vous pilotez une voiture de fond de grille, mais ça reste une voiture de F1. Cette année, malheureusement, nous avons fait un peu en arrière, alors que nous espérions courir dans la catégorie intermédiaire comme Alpha, As ou Aston Martin. Ils ne peuvent pas non plus prendre des points à chaque course, mais ils se battent à chaque course. J'ai dû réfléchir à ça après les commentaires de Sébastien, après son vaillant combat avec Magnussen Austin. Combien de fois ai-je eu ce genre de sentiment au cours de mes 3 années en F1 ? Peut-être 3. Malheureusement, nous n'avons pas eu l'occasion de nous battre très souvent. Vous pilotez alors beaucoup de courses contre vous-même, ou contre les temps autour que fait votre coéquipier. J'aurais aimé pouvoir vivre plus souvent cette vraie course, parce que c'est ce que j'aime le plus en compétition. Mais excuse-moi, Latifi, mais les rares fois où t'as été en lutte avec des pilotes, ça s'est mal terminé. Donc bon, excuse-nous, hein. Il révèle que la passion a rarement été au rendez-vous cette saison. Si vous ne ressentez pas ce sentiment assez souvent, s'il n'est pas là pendant longtemps, vous devez vous demander si vous avez vraiment couru beaucoup ces 3 dernières années. La passion, dans ce sens, était-elle aussi forte que je l'aurais souhaité ? Non. Le public n'a pas toujours été tendre avec le Canadien. Il a même dû faire face à une vague de haine après Abu Dhabi. D'autres l'ont surnommé avec plus ou moins de bienveillance Goatifi par rapport au terme Greatest of All Times, soit le meilleur de tous les temps. Le sens de ce surnom est double, puisque Goat veut dire aussi chèvre, un terme employé pour se moquer de la performance d'un athlète. Cependant, il parvient à faire la différence. Certains fans étaient clairement beaucoup plus négatifs, c'était clairement pas mes fans. Quand les choses ne vont pas bien, il y a toujours des gens qui sautent dessus pour critiquer. Je sais que j'ai ma propre base de fans sincères, des gens qui ont une image plus précise de moi en tant que personne. Alors, je pose la question, dites-moi en commentaire si vous êtes au premier degré fan de Latifi. Mais pas en rigolant, hein, vraiment, si vous aimez ce pilote. Et si oui, pourquoi en fait ? Dites-moi en commentaire, j'aimerais des témoignages sincères évidemment. Donc il y a des gens qui ont une image plus précise de moi, puis de l'autre côté vous avez les moins sincères. Cela s'applique également à de nombreux médias, y compris les grands, qui choisissent d'organiser leurs activités de cette manière. J'essaie de ne pas m'en inquiéter, je n'ai pas non plus été sur les réseaux sociaux toute l'année, parce qu'il y a plus de choses négatives que de choses agréables. Et pourquoi il y a des choses négatives, Latifi ? Parce que tu performes pas en fait, t'es pas bon. Si tu performais, les gens diraient du bien de toi, tout simplement. C'est comme ça que ça marche, hein. Oh là là, il va pas nous manquer, lui, je vous le dis, hein. Allez, je vous laisse commenter, ciao. Et Ecclestone qui tacle un petit peu Mick Schumacher, les gens étaient déçus de sa performance, et de ce que je sais, il ne sera plus en F1. C'est pas une question d'âge, mais de mental. Regardez, Fangio, il a commencé à un âge où tout le monde s'était arrêté depuis longtemps. Quant à Schumacher, Ecclestone l'admet, de ce que je sais, je ne pense pas qu'il sera encore en F1 en 2023. Les gens ont été déçus de sa performance. Nous ne savons pas si c'était à cause de lui ou de l'équipe, mais bien sûr, il est difficile de trouver pour lui une place dans une meilleure équipe afin de connaître la vérité. Aussi parce qu'il ne le mérite pas pour le moment. Peut-être qu'il doit oublier la F1 et se concentrer sur les autres catégories du sport automobile. Son nom est son plus grand fardeau, mais il essaie de le respecter du mieux qu'il le peut. Et c'est ce qui le met dans tous ses ennuis. Par conséquent, oublier la F1 et gagner dans une autre catégorie, c'est mon conseil pour lui. Certains pensent également que Schumacher a été trop choyé et protégé par l'équipe de management qui l'entoure, dirigée par l'ancien manager de son père, Sabit Kem. Voyager avec eux et leur parler quand il ne va pas bien. Il a peut-être besoin de personnes comme ça, mais certains n'en ont pas besoin. Si vous jetiez Verstappen à la mer, il survivrait même s'il ne savait pas nager. Pardon. Non, hein. S'il savait pas nager, il se noierait et puis voilà quoi. N'importe quoi avec Ecclestone. Bon, en tout cas, sur ce qu'il dit concernant Schumacher, je pense que non plus... Je pense pareil que lui. Il sera pas en F1 l'année prochaine. Est-ce que ça venait de l'équipe ou de lui ? Peut-être un peu des deux. Tu iras dire, on n'est pas dans sa tête, quoi. Donc, profite de tes 2 dernières courses en Formule 1, peut-être, Mick, avant peut-être de revenir un jour. Qui sait ? Parce que l'avenir le réserve. Allez, ciao. Alors, Gasly, il évoque sa signature chez Alpine, donc. Bon, il a clairement dit que il allait regretter l'univers Red Bull, mais bon. Il a quand même senti que c'était nécessaire de quitter AlphaTauri, parce qu'il court de chez eux depuis plusieurs années. J'ai contribué au succès de cette équipe durant les 2 dernières saisons. J'ai vraiment tout donné. Mais en fin de compte, je souhaite aussi me battre à l'avant. Je vois tous ces pilotes que j'affronte depuis le début de ma carrière évoluer à l'avant. Notamment Verstappen, qui remporte des titres. Charles, qui se bat pour le championnat. George, qui est également là. Norris, qui n'hésite pas à saisir sa chance. Je veux en être, moi aussi. C'est le niveau auquel je souhaite évoluer chaque week-end. Je pense qu'Alpine sera une grande étape pour moi, et compte tenu de son développement, je sais que l'équipe a tout ce qu'il faut pour satisfaire mes attentes et mes ambitions.
Gasly admet que les 2 derniers Grands Prix qu'il va disputer avec AlphaTauri seront poignants sur le plan émotionnel, mais son esprit semble essentiellement tourné vers l'année prochaine. Je ressens beaucoup d'émotions différentes, mais je suis très enthousiaste pour le futur. Travailler pour un constructeur comme Alpine est une grande opportunité. Je suis confiant que nous pourrons réaliser de grandes choses en constatant leur progrès de ces dernières années. Bah, c'est sûr que AlphaTauri, c'est pas en progrès, au contraire, je dirais même que c'est en régression depuis l'an dernier, donc bon, c'est peut-être mieux qu'ils quittent cette écurie du coup. Je vous laisse commenter. Hamilton est-il le seul pilote à pouvoir rivaliser avec Verstappen? Ça me paraît un peu exagéré, j'espère que c'est pas le cas, parce que ça voudrait dire qu'il n'y a qu'un seul pilote au moins au niveau de Verstappen, ce qui serait un peu triste pour la Formule 1 quand même. C'est Anthony Davidson qui nous parle de ça, la seule personne que je vois qui peut lui présenter un défi sérieux, c'est Hamilton. Il y a une poignée de noms qui, à mon avis, ont été les plus grands de tous les temps, et ne se présentent qu'une fois de temps en temps. Alors c'est génial de voir le suivant arriver, il établit la référence, quand un athlète vieillit, le suivant arrive. Mais ce n'est jamais acquis, et je ne sais pas qui sera le prochain à Verstappen, qui arrivera un jour pour lutter contre lui. Mais Lewis, pour le moment, est sans aucun doute encore assez bon, il est le seul à pouvoir se battre contre Max. Le problème est qu'en tant qu'athlète plus âgé, vous commencez à perdre un peu de vos performances. Ce n'est pas encore arrivé avec Lewis, mais à un moment donné, c'est inévitable et c'est l'avantage de Max. Davidson rappelle que ce type de bataille entre 2 pilotes de 2 générations différentes n'est pas une nouveauté. C'est une question de génération, j'ai vu ça de nombreuses fois dans le passé en F1. J'ai vu arriver des gens comme Senna, qui a remplacé Prost dans cette course pour savoir qui était le meilleur pilote. Puis on a eu Schumacher arriver, il a supplanté Senna. En même temps, Senna il est mort, donc il pouvait pas trop concurrencer Michael Schumacher pour le coup. Dommage d'ailleurs. Et Lewis Hamilton est arrivé, il a supplanté Schumacher et maintenant Verstappen arrive. Ce n'est pas vraiment un combat équitable à bien des égards, parce que Verstappen a 25 ans, presque 10 ans de moins que Lewis. Et ben, c'est même plus que 10 ans de moins, cher Davidson. C'est une question de génération, c'est cyclique, et c'est génial de voir un nouveau talent arriver, parce que ça n'arrive pas très souvent. Ouais, bon. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a vraiment que Hamilton qui peut battre Verstappen, du coup? Je suis pas trop d'accord avec ça, hein. Je pense qu'il y a d'autres pilotes. Genre Leclerc, si on lui donne une voiture et une équipe correcte. Norris aussi, je pense qu'il peut se mesurer à Verstappen. Russell aussi. Je pense qu'il n'y a pas qu'Hamilton quand même. Bon, je vous laisse commenter, ciao. Marco annonce les premiers plans pour les juniors Red Bull pour 2023. Lawson sera pilote de réserve et évoluera en Super Formule 1. Ok. Alors là, on a peut-être les futurs pilotes Red Bull, les gars. C'est important quand même. Hein. Isaac Hadjar pilotera en F2. Crawford est toujours là. Iwasa, pardon. Nous avons également quelques nouveaux pilotes, mais nous ne les avons pas encore annoncés. Yuri Vips a définitivement retiré du programme Red Bull, mais Liam Lawson restera et agira en tant que pilote de réserve de F1 de l'équipe l'année prochaine, devra également courir en Super Formula. Lawson a été très rapide lors de son test F1 et pilotera au Japon l'année prochaine. Ce sera un de nos pilotes de réserve pour la Formule 1. Un nom qui manque dans la réponse de Marco est celui de Dennis Auger, qui a remporté le championnat de F3 2021. Le pilote norvégien est passé de F2 en F2 en 2022, mais a connu une campagne difficile et occupe actuellement la 11e place au classement, avec une seule manche restante. C'est pas terrible, effectivement. Auger a déjà été confirmé sur la grille F2 de 2023 avec MP Motorsport, mais il reste à confirmer s'il conservera son soutien de la part de Red Bull. Johnny Edgar et Jehan Daruvala sont d'autres juniors de Red Bull, dont l'avenir n'est pas encore confirmé. Voilà. Ouais, moi, je suis surtout Isaac Hadjar, chez Red Bull, qui a l'air très fort quand même. Il sera donc en F2. Eh ben, on va suivre ça de près, évidemment. Qu'est-ce que vous en pensez? Ciao. Alors, de Méo, Alpine visera les titres en 2026. D'ici 2026. Alors, peut-être un peu optimiste là, non, Lucas? Notre présence en Formule 1 nous a permis de booster la notoriété de la marque dans le monde entier, surtout en France, c'est monté en flèche grâce à la F1. Et c'est une façon de se préparer et d'acquérir des lettres de noblesse pour l'avenir. Ils ne s'y trompent pas. Il y a à peine 2 ans, lorsque le changement de marque a eu lieu, l'équipe de Formule 1 de Renault n'était pas considérée comme un atout pour l'entreprise, mais comme une dépense. C'était une ligne de plus dans le budget. Au cours de ces 2 années, les choses ont changé, non seulement dans l'entreprise, en général, mais qui est désormais un acteur de premier plan en tant que constructeur automobile, mais aussi dans le programme de course qui est vraiment ambitieux. Notre équipe a maintenant une valeur au niveau des meilleurs. Nous espérons être candidats au titre en 2026. Après, il peut se passer des choses dans les années futures, c'est sûr, mais bon. Il va falloir beaucoup de travailler pour être candidat au titre Alpine, quand même. Moi, j'aimerais bien, avec 2 pilotes français en plus, ça serait bien, mais bon. Je suis pas aussi optimiste que lui, malheureusement. Vous en pensez quoi, vous? Alpine jouera le titre en 2026? Ciao. Alors, les fans de Max apprécieront. Déclaration de Guillaume Roclin. Verstappen est encore faible, techniquement. Ouf. Dur. Ancien ingénieur de piste de Vettel, Guillaume Roclin estime que Verstappen n'est pas au niveau qu'avait Vettel chez Red Bull. Celui qui est directeur du programme jeune pilote chez Red Bull compare les 2 pilotes. Je pense que Sébastien était un pilote plus complet que Max lorsqu'il est arrivé chez nous. Au niveau professionnel, technique, médiation, il a été formé à l'école. Michael Schumacher, qui était son idole.
Il a posé beaucoup de questions, pris beaucoup de notes, et quand il est arrivé chez nous, il était très complet, ce n'est pas un hasard s'il a gagné plusieurs titres. Il était plus préparé techniquement, mentalement. Je pense que Max avait peut-être plus de talent naturel, c'est sur ça qu'il s'appuyait le plus, mais Sébastien était plus complet. Max a toujours été un patron, il a une énorme confiance en lui. Il sait ce qu'il veut et il est très direct. Mais je vais être honnête, Max est faible techniquement par rapport aux autres pilotes avec lesquels nous avons travaillé. Je pense qu'il a encore beaucoup de progrès à faire. Il est un leader par son attitude et ses résultats, mais je pense qu'il peut s'améliorer d'un point de vue technique et dans sa manière de développer la voiture. Guillaume Roclin bientôt viré suite à ses déclarations, évidemment. Ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'il a quelque peu perdu la fin désespérée qu'il avait l'année dernière. Il a mûri et a gagné en régularité. Gagner le championnat lui a donné beaucoup de confiance et il conduit d'une manière différente. En même temps, il n'a pas eu beaucoup de concurrence cette saison. Un peu au début, mais à partir du Grand Prix de France, c'était terminé, quoi. On peut pas forcément parler d'un seul déclencheur. C'est quelque chose de progressif. Il y a eu plusieurs étapes. Il a commencé la F1 très jeune, avec une grande ambition, et peut-être pas la maturité qu'il avait avec. Il a également commencé avec Toro Rosso, qui a peut-être moins de stature et d'expérience. Puis les étapes ont commencé quand il est arrivé chez Red Bull. Il avait plus de confiance dans l'équipe et un bon bilan. Il était plus proche de son objectif. Il a immédiatement gagné une course avec nous, ce qui lui a permis de faire un pas en avant. Petit à petit, il a gagné d'autres courses et a développé des liens avec ses ingénieurs. Roclin ne voit d'ailleurs pas les premiers titres de Verstappen comme le début d'une ère. Il a toujours eu du talent. Dire que nous commençons une ère parce qu'il a commencé à gagner des titres, c'est pas forcément correct. Ça a commencé quand il a gagné sa première course avec nous ensuite. Il y a aussi la qualité de la voiture. Nous espérons continuer à gagner des titres. C'est à nous de faire une voiture à la hauteur de son talent. Bon, au moins un qui dit ce qu'il pense chez Red Bull. Bravo, Guillaume Roclin. Il aurait pu très bien dire Max est le meilleur pilote que nous avons eu, comme Horner et Marco, en oubliant tout à fait Vettel. Donc lui, au moins, il est honnête. Même si ça pourrait peut-être se retourner contre lui. J'espère pas, évidemment. Allez, qu'est-ce que vous en pensez? Ciao. Et le plafond budgétaire qui pourrait être rehaussé en 2023, incroyable. Inflation, Grand Prix et Sprint, en plus, doivent être compensés. Initialement fixé à 140 millions de dollars pour la saison 2022 de F1, avant d'être augmenté en raison de l'inflation, le plafond budgétaire devait, dans un premier temps, descendre à 135 millions dans les années à venir. Mais en 2023, il pourra finalement être plus élevé que ça. Chaque année, les équipes se sont vues accorder 1,2 million de dollars supplémentaires pour chacune des 21 courses disputées. Et quand on sait que le calendrier de l'année prochaine atteindra un nombre de records de 23 ou 24 Grands Prix, ça dépendra si la Chine est remplacée ou pas, et si elle est officiellement annulée ou pas, du coup, même s'il y a de très fortes chances. Il y aura aussi un facteur à prendre en compte en 2023, à savoir le nombre de week-end sprint. Il y en avait que 3 cette année, mais il y en aura 2 fois plus, donc 6 l'année prochaine. Les courses supplémentaires, 1,2 million par course aux 21 Grands Prix, l'ajout de courses sprint et le surcoût lié à l'inflation ont augmenté le montant de base. Les limites budgétaires initiales ont ainsi disparu depuis longtemps. De fait, un montant de 150 000 $ a été ajouté pour chaque sprint. En cas d'accident majeur, comme c'est arrivé à Gasly à Monza l'année dernière, l'équipe doit prouver que les coûts provoqués par l'incident excèdent les 150 000 $. Cette somme est alors ajoutée à leur budget. Les équipes ont ainsi reçu 450 000 $ supplémentaires pour les 3 sprints disputés en 2022 et ce montant pourrait donc atteindre 900 000 $ en 2023 avec 6 sprints. Mais selon Automotor and Sport, c'est encore en discussion. La FIA ne veut plus évaluer individuellement les dommages causés par les accidents. Ça pourrait se résumer à ce que les équipes, la FIA et la direction de la F1 négocient un montant forfaitaire plus élevé que 900 000 $. L'année prochaine, l'inflation fera en effet grimper le plafond budgétaire encore plus haut. Pour 2023, c'est le taux d'inflation du mois de mars qui sera retenu. Au taux actuel de 7,9%, ça représenterait une augmentation énorme de 10,6 millions de $. À ce rythme-là, le budget plafonné pourrait donc atteindre 155 millions de $, soit près de 20 millions de plus que les 135 millions envisagés à la base. Bon voilà, les équipes vont être contentes, surtout les top teams, notamment Red Bull. Là, il n'y aura plus d'excuses pour dépasser les budgets. Bon, vous pensez quoi cette nouvelle? C'est pas encore officiel, mais c'est bien parti pour. Allez, ciao. Alors Wolf qui espère que Mercedes se battra pour la victoire à nouveau à Sao Paulo, à Interlagos. Nous n'avons pas exploité toutes les opportunités au Mexique, mais nous avons tout de même marqué des bons points. C'est encourageant de se battre pour la victoire, ça démontre tout le chemin parcouru depuis le début de l'année. Même si nous, on se contente que de la première place, nous devons être fiers de ces progrès, nous voulons les poursuivre jusqu'en fin d'année, puis en 2023. Wolf est donc satisfait des progrès effectués par ses troupes en 2022, mais il reconnaît s'attendre à un week-end un peu plus compliqué au Brésil, sans non plus exclure une nouvelle performance de premier plan. Le Brésil sera la première épreuve du dernier doublé de course de la saison. Interlagos est un circuit emblématique qui était la scène de tant de moments spéciaux en F1, dont la performance spectaculaire de Lewis l'année dernière lors du sprint puis en course. Nous sommes fiers de retourner au Brésil alors que Lewis a été fait citoyen d'honneur cette semaine, et bien sûr parce que nous avons d'excellents souvenirs de ce lieu. Sur le papier, le circuit ne devrait pas nous convenir aussi bien qu'au Mexique, mais nous voulons néanmoins poursuivre sur la dynamique des dernières courses.
C'est pourquoi nous allons continuer à travailler dur et j'espère que nous serons de nouveau dans la lutte. Bah, je le sens bien ce week-end pour Mercedes, je pense qu'ils vont faire une belle perf, alors de là de dire victoire, je sais pas, mais ça sent le double podium encore pour l'équipe, au moins ça. Allez, je vous laisse commenter, ciao. Le programme du Grand Prix du Brésil. Ah, Lewis, elle est pour toi celle-là. Citoyen d'honneur du Brésil, Lewis Hamilton, incroyable. Alors, les essais 1. 16h30, 17h30, vendredi, sur Canal Plus Sport. Les qualifs, eh oui, c'est un week-end sprint, hein, n'oubliez pas. Donc les qualifs qui détermineront la grille de la sprint, donc 20h, 21h vendredi soir. Les essais 2, samedi, 16h30, 17h30, et le sprint aura lieu à 20h30 samedi soir. Donc ça dure une demi-heure à peu près, ça finira à 21h. La course sur Canal+, donc le sprint et la course sur Canal+, hein, dimanche à 19h pour le départ du Grand Prix. Ah bah, voyons la météo, parce qu'au Brésil, en général, le temps est pas terrible. Ouf, oula, 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 oula. Ah oui. Oula, vendredi, pour les qualifs et tout, à mon avis, il va pleuvoir. Ça sent la pluie, les gars. J'espère qu'il va pas trop pleuvoir, pour le coup, pour pas que la séance soit annulée. Sachant que là, il est 12h39 à l'heure où je fais la vidéo, donc il y a 4 heures d'écart. Ok, du coup... Ah ouais, la piste sera trempée pour les qualifs, je pense, vendredi soir, en fait. Alors, peut-être que pour les essais, ça ira... Putain, ça m'énerve, ce bug-là. Peut-être que pour les essais libres 1, ça devrait aller, il fera beau. Mais pour les qualifs, a priori, c'est mort, quoi. Et pour le sprint, du coup, quel temps va-t-il faire? Pareil, hein, c'est très très menaçant pour le sprint, samedi. Et pour le Grand Prix... qui serait à 15h hors local. Ouais, d'accord. Bon, bah... on risque d'avoir un peu de pluie. Alors, pour la course, c'est pas sûr quand même. C'est très instable, mais c'est pas dit qu'il pleuve. Peut-être quelques orages par-ci par-là, mais bon, regardez, il prévoit pas vraiment de pluie, en fait. Donc, pour la course, c'est ce qui est le plus safe, visiblement. Mais vendredi et samedi, il y a des gros risques de pluie. Hein. On verra ça. Allez, ça promet, en tout cas, s'il pleut, mais il faut pas qu'il pleuve trop, parce que sinon, course retardée, ça va être chiant. Je vous laisse commenter, ciao.